l'économie mondiale tourne à plein régime. Toujours plus haut, plus vite, plus loin. Certains s'en félicitent. D'autres, en revanche, y voient un problème. Car cette croissance entraîne la destruction massive de ressources naturelles, est grosse consommatrice d'énergie et tire les émissions de gaz à effet de serre vers le haut. Sans compter qu'elle renforce les inégalités. Alors, si on sifflait la fin de la partie? Eine Schrumpfung sollte man in jedem Fall vermeiden. D'autres, au contraire, y sont favorables. It's a question of planned degrowth today or forced collapse tomorrow. Alors supposons que nous mettions la croissance économique à l'arrêt. Le remède serait-il pire que le mal? Ou les effets seraient-ils salutaires? Imaginons qu'on donne un sérieux coup de frein à la croissance actuelle. On travaillerait, consommerait, produirait et construirait moins. Quelles en seraient les conséquences? Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geht zurück, es wird weniger konsumiert, es wird weniger investiert, der Staat hat weniger Steuereinnahmen. Zusätzlich müsste er Schulden aufnehmen, das würde zukünftige Haushalte belasten und das würde dann zu so einem negativen Effekt führen. Récession, chômage et bientôt, l'État n'a plus assez d'argent pour assumer ses missions. Nous serions donc contraints à une croissance perpétuelle. Mais tout le monde ne partage pas cette logique. For me, growth is a problem the same way a baby bear is the problem. When you see a baby bear, it looks cute and you might like it for itself, but the problem is the mother bear that's going to come and you know, whack you on the head and eat you, right? The mother bear is the structures of capitalism and profit and wealth accumulation. So those structures have built-in growth imperatives. They have built-in requirements for growth to happen, otherwise the economy falls into crisis. Prenons le principe de la concurrence. Une entreprise qui veut rester compétitive doit constamment améliorer sa production. D'où la nécessité d'investir, ce qui coûte de l'argent. Or, pour faire rentrer de l'argent, elle doit réaliser des bénéfices. Les États aussi misent sur la croissance face à l'augmentation des dépenses, par exemple en matière de santé ou d'éducation. Pour booster les recettes fiscales, il faudrait produire et consommer plus. Nous serions donc prisonniers de la croissance. We need to rethink the ways in which we are producing, the ways in which we are consuming, the ways in which we are relating to each other, and the ways in which we are also relating to the nature. C'est tout le rêve d'une société post-croissance. On ne produirait et consommerait que ce qui est nécessaire. La concurrence serait moins rude et la vie plus apaisée. Un changement radical en somme avec le monde actuel. Über Hunderte, gar Tausende von Jahren hat überhaupt kein wirtschaftliches Wachstum auf diesem Planeten stattgefunden. Das war eine Entwicklung, die im Grunde immer stetig auf demselben Niveau sich bewegt hat, ohne irgendwelchen wirtschaftlichen Wohlstandszuwachs. Und erst hier am Ende, sozusagen, wenn wir der heutigen Zeit immer näher kommen, haben wir die industrielle Revolution, die der Kick-off, auch wenn auch nur auf sehr niedrigem Niveau für wirtschaftliches Wachstum war. Und der eigentliche Wachstumsschub findet erst nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er und 1960er Jahren statt, wo wir einen richtigen Push nach oben bekommen, das Wachstum im Grunde exponentiell sich entwickelt in diese Richtung und immer weiter ansteigt, im Grunde bis zum heutigen Tag. La croissance a eu des effets positifs sur nos vies. Elle a permis le progrès et le développement. Nous vivons désormais mieux et plus longtemps. Mais notre course effrénée à la consommation détruit à la longue ce dont les humains et les autres êtres vivants ont besoin pour vivre. Comment sortir de ce dilemme?
L'une des solutions envisagées est de s'orienter vers une croissance qui ne serait pas destructrice. C'est ce qu'on appelle la croissance verte. Ses principes fondateurs, le charbon, le gaz et le pétrole, sont remplacés par des énergies renouvelables. En outre, les ressources sont utilisées de manière plus efficace. Selon ce concept, on maintiendrait la croissance tout en réduisant les destructions. Wo sich ja Wachstumskritiker und Wachstumsbefürworter einig sind, ist ja, dass wir eine Entkopplung brauchen zwischen wirtschaftlichem Wachstum auf der einen Seite und dem Verbrauch an natürlichen Ressourcen auf der anderen Seite. Und ist auch völlig unstrittig, dass dieser Prozess schon in Gang ist. Certains pays ont déjà réussi à découpler croissance économique et émissions de CO2 grâce à une plus grande efficacité et au recours à de nouvelles technologies. Les émissions de CO2 ont baissé et l'économie est restée florissante. Est-ce la solution? Da haben wir schon Technologien, die sind aber im Moment noch nicht massentauglich, um es so zu formulieren. Und die haben auch noch ein zweites Problem. Sie sind noch nicht kostengünstig genug, um eingesetzt werden zu können. Das sind zwei wichtige Voraussetzungen, damit es auch wirklich funktioniert. D'ailleurs, en y regardant de près, la croissance dite verte n'est pas la panacée. Si les pays qui ont découplé leur performance économique de leurs émissions de CO2 continuaient au rythme actuel, il leur faudrait en moyenne plus de 220 ans pour atteindre la neutralité climatique. In a way, calling it green growth is macroeconomic greenwashing. It would be like me saying, like, I've done a diet. Yeah, I've lost 20 grams in 10 years. I mean, that's absolute decoupling, you know. I'm just aging and I'm reducing the number of kilos, but it is so tiny that actually it doesn't deserve to be called a real diet. Les pays engagés dans une réduction des gaz à effet de serre continuent à en émettre. Le recul de ces émissions est lent et ne dure souvent qu'un temps. Et ce n'est pas le seul problème. Pour ne pas épuiser la planète, il faudrait aussi réduire la consommation des ressources naturelles, notamment l'eau, et utiliser moins d'engrais chimiques, pour ne citer que quelques actions. Pour se représenter un système économique soutenable, on peut imaginer un donut, dont l'anneau extérieur indique le plafond écologique et l'anneau intérieur la base sociale minimale. Dépasser les limites physiques de notre monde, à cause notamment de l'empreinte matière, des apports d'azote ou des émissions de CO2, nous est tout aussi préjudiciable que de ne pas assurer les besoins indispensables comme l'éducation, l'accès à l'énergie et le travail. Notre marge de manœuvre est donc étroite. Si étroite qu'aucun pays n'est actuellement en mesure de couvrir tous ses besoins fondamentaux sans nuire à la planète. Mais des technologies plus efficaces ne représenteraient-elles pas tout de même une avancée? Grâce à elles, nous pourrions réduire notre impact environnemental. C'est hélas compter sans l'effet rebond. En 1865, l'économiste britannique William Stanley Jevons constate que la consommation de charbon en Angleterre ne diminue pas, alors même que les nouvelles machines à vapeur sont nettement moins énergivores. L'explication? Plus leur coût d'utilisation est faible, plus on y a recours. On consomme donc davantage de charbon qu'avant. C'est la même chose aujourd'hui avec les lampes à économie d'énergie. On allume la lumière plus qu'autrefois. Ou avec les moteurs économes en carburant. On achète des voitures de plus en plus grosses. Verte ou non, la croissance économique génère donc, du moins jusqu'à présent, de la pollution et de la destruction via une consommation toujours accrue. Sans oublier la question sociale. La croissance, si chèrement acquise, profite à un petit nombre de privilégiés. Something upwards of 80% of economic growth goes to the top few percentage points of the wealthiest people in a country. So economic growth, people think that it goes to them, but it really doesn't. La théorie dite du ruissellement, selon laquelle l'enrichissement des plus fortunés bénéficierait à l'ensemble de la société, est effectivement aujourd'hui remise en question. And then there's also this idea of multidimensional inequality. So it's not just money, it's also things like access to education, access to health services, access to public infrastructure. So there are multiple metrics which look at what are the ways in which socioeconomic inequality is increasing. En résumé, continuer sur le même modèle économique n'est pas la solution. Mais les technologies vertes ne le sont pas non plus. Alors la voie de la décroissance peut-elle être la bonne?
Difficile d'envisager la fin de la prospérité économique. It's not just taking the same economy and shrinking it, it's transforming the economy so that it can shrink to the right size without putting our jobs in danger, without putting our livelihoods in danger, without putting social security in danger. And it's entirely possible. We have models of how this could and would work, but it requires changing economic structures, that's for sure. D'accord. Alors, imaginons un scénario de décroissance ou de post-croissance. If we keep growing, we're making it worse. What we need to do instead is degrowth. And it looks like this. So starting this point, levels of production and consumption start to go down. Less cars, less planes, less buildings, less t-shirts, less malls, less financial transactions, to stabilize into what could be called a post-growth steady-state economy. Mais quel serait l'ordre de grandeur de cette décroissance? We could live well with a lot less resource use than we use now. In Europe, we could probably be okay at something like a fifth or a sixth of our current energy use, like, 80% less than we're currently using. In the US, it's probably 90% less than they're currently using. Les États pourraient mettre en place des mesures pour restreindre, voire interdire, des secteurs ou des modes de transport qui ne sont pas vitaux et causent de gros dégâts, comme les vols intérieurs, les SUV, ou encore, oui, la publicité. In an economy that is growing, that's great, because then it means people consume more and more, meaning companies can produce more and more. It means we extract more and more resources. It means we emit more waste. If that's the goal, fine. But in an economy where you just want to have enough, then advertising starts to be counterproductive. Maman ours ne va pas apprécier. So the market is really king in this system. The market is God. And a transformed system will not have that king or that God. We would make those decisions. Le marché ne serait plus aux manettes et nous pourrions engager l'économie dans une autre voie. Nous, c'est-à-dire l'État. Reste à savoir si l'intervention des pouvoirs publics est une solution appropriée. Certes, l'interventionnisme étatique existe déjà à des niveaux divers, par exemple sous forme de subventions en faveur des énergies renouvelables ou pour limiter les licenciements en temps de crise. Les énergies fossiles sont également massivement subventionnées. Mais allons un peu plus loin. En réduisant l'économie, on diminuerait la consommation. On ne pourrait plus acheter autant de produits qu'avant, car ils ne seraient tout simplement plus fabriqués. Ce nouveau système induirait aussi une réduction du temps de travail. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? En 1930, l'économiste britannique John Maynard Keynes prophétisait qu'en 2030, 15 heures de travail hebdomadaire suffiraient pour subvenir à nos besoins. Un progrès obtenu grâce aux machines et qui permettrait de dégager du temps pour ce qui compte réellement. On est encore loin des prévisions de Keynes, même si les machines assument de plus en plus de tâches. Il y a donc encore de la marge. Des expériences prouvent que l'on peut être plus productif et plus satisfait en travaillant moins. Mais est-ce aussi bon pour la planète? So gradually, work time reduction will make sure that we liberate hours to be focused on developing that new system, on care work, on regenerative activities toward ecosystem, on all these things that are not valued by capitalism because they don't make money, but that should be valued in a well-being economy because they do satisfy needs. Selon l'approche, tous les secteurs ne diminueraient pas de la même façon. Certains pourraient même se développer. Mais dans tous les cas, le travail serait réparti différemment. Revenons au modèle du donut de tout à l'heure. Comment répondre aux besoins sociaux fondamentaux si l'on travaille moins? On pourrait imaginer un socle de droits universels. Concrètement, chaque individu aurait accès à Internet, à un logement abordable, à une électricité bon marché et à la gratuité des transports publics. L'État mettrait à disposition de tous les infrastructures nécessaires pour participer à la vie sociale. Basically, talking about economic human rights. Do we have the right to exist
without suffering in our societies. And policies like universal basic income and universal basic services would do that. They would also really reduce inequality as well. L'idée est séduisante. Seulement, qui paierait la note? We do. Paying for is just an allocation mechanism. If we manage to reduce wealth inequality, we unlock all the wealth necessary to just do that transition. Das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass dieses Finanzvolumen, was da benötigt wird, wirklich ausreicht, um es allein über Umverteilung innerhalb der Gesellschaft finanzieren zu können. I mean, it's very simple. You need to make poor people richer and you need to make richer people poor. Ça mérite quelques explications. If we take these gems to represent energy use and we think about inequality, let's say a person who, that is in the poorest half of humanity might use this much energy per year, and somebody who's in the top 1%, the top richest 1% of humanity, would use something much more like this. So the inequality is really, really huge. Les moins riches utilisent l'énergie principalement pour la cuisine et le chauffage. Les plus riches, majoritairement dans les transports. Selon certains chercheurs, les émissions de gaz à effet de serre des millionnaires épuiseront à elles seules 72% du budget carbone qui permettrait de rester sous la barre fatidique des 1,5 degrés de réchauffement. Répartir différemment les richesses serait donc souhaitable. L'une des solutions serait de fixer un revenu maximal. Dans une entreprise, par exemple, le salaire du dirigeant le mieux payé ne pourrait pas excéder 10 fois celui de l'employé le moins bien payé. On pourrait aussi taxer davantage les héritages et les grandes fortunes, ce que réclament d'ailleurs certains super riches. Plus largement, les leviers de transition pour une économie plus sobre sont nombreux. Par exemple, prolonger la durée de vie des produits afin de ne pas devoir en acheter constamment de nouveaux. Ou réorganiser les banques pour que la population ait son mot à dire sur la manière dont elles utilisent notre argent. Mais le monde entier devrait-il suivre ce mouvement ? On sait que les pays du Sud ont historiquement une part mineure dans la consommation et la destruction des ressources de la planète. So in Europe, you talk about reduction in material and energy consumption, but in India, for example, you would talk about reduction in extractive industries and making sure that there is more schools and health centers. But this idea that we need to change the way in which we are living currently is universal. Nouvelle répartition des richesses, baisse du travail et de la consommation, davantage de solidarité. Cela ne sonnerait-il pas le glas du capitalisme ? I think an economy that is sane in terms of allowing people to live well within planetary limits is incompatible with capitalism. I was not born with that conclusion. This is something that we found as we were researching what capitalism does. So capitalism is basically a machine that takes resources in very damaging ways from the environment, takes people's needs and consumption habits in the economy, and merges the two to make massive profits while also creating lots of social inequality. Mais pour ses opposants, la théorie de la décroissance équivaut à une régression de la société. So some people would say that degrowth is going back to living in caves. If your cave is connected to schools, other caves that are schools, other caves that are hospitals, you're connected by public transportation to lots of other caves where your friends live, that's the kind of cave that the degrowth community is aiming for living in. So that it's really not obviously a cave. Degrowth is not reducing production and consumption to zero and forever. Makes no sense. It is just starting from a bloated, obese economy, targeting the most impactful goods and services, shrinking them down, and then transitioning to a steady-state economy. Reste à savoir comment exactement réorienter l'économie. Et surtout, si nous le voulons vraiment. Car les mesures sont assez radicales. Quel degré de restriction les populations sont-elles prêtes à accepter ? Tout le monde n'est pas favorable à un État trop interventionniste.
Wir leben ja in einem Rechtsstaat, wo wir permanent irgendwelchen Regeln ausgesetzt sind. Und vielleicht muss man mehr daran erinnert werden, dass das was völlig Normales ist. Und das ist letztlich ja der Job des Staates, ja, dafür zu sorgen, sozusagen, in welche Richtung soll die Entwicklung gehen. Dafür brauche ich sozusagen eine kollektive Entscheidung. Das kann sozusagen nicht dem Einzelnen überlassen bleiben oder auch dem Markt überlassen bleiben. Dafür haben wir ein politisches System. Les critiques et les partisans de la décroissance sont au moins d'accord sur ce point. La transformation de notre économie doit s'opérer de manière démocratique, et pas seulement par le biais d'élections. Decisions are being made every day in the economy. If you want to democratize this, you need to think about a protocol of how to include more people within this. Une solution est l'instauration de conseils citoyens, d'ores et déjà adoptés par de nombreux pays européens. Des citoyens tirés au sort sont chargés de définir, par exemple, des mesures de protection du climat, comme ici, en Autriche. Les propositions comme l'interdiction de la publicité ou l'arrêt des subventions aux énergies fossiles vont souvent plus loin que les programmes des gouvernements. It would be an economic democracy, and it would be an economy that is responding to the interests of society as opposed to dictating what the economy needs from society. La nécessité de changer le système fait l'unanimité chez les chercheurs, y compris chez les adversaires de la décroissance. Notre économie actuelle n'est pas soutenable. Nous avons besoin de nouvelles règles et de nouvelles lois. Wir werden Bereiche haben, in denen wir Wirtschaftsaktivitäten zurückfahren müssen. Alle diejenigen, die nicht in der Lage sind, ökologieverträglich genug zu wirtschaften. Auf der anderen Seite werden wir dann aber auch Bereiche haben, die gewinnen. Reste que tout le monde n'est pas d'accord sur la forme de cette régulation. Schrumpfung und Verzicht ist ja da in der Form, wie das von der Degrowth-Seite postuliert wird, Absenkung des Lebensstandards so überhaupt nicht vorgesehen und auch gar nicht zwingend notwendig. If we want everybody to have a decent living standard, it's possible, but it doesn't allow for a lot of extravagance, let's put it that way. It doesn't allow for a lot of overconsumption. Jusqu'à présent, la décroissance reste un concept. Aucun État ne s'y est essayé sérieusement. En revanche, le PIB n'est plus la seule boussole des politiques publiques. La Nouvelle-Zélande, par exemple, évalue désormais ses performances à l'aune du bien-être. La ville d'Amsterdam s'est engagée dans un projet d'économie circulaire inspiré de la théorie du donut. Et l'Équateur a arrêté des forages pétroliers dans une réserve naturelle grâce à un référendum. I think that the most likely alternative to degrowth is collapse. So if we continue on our current trajectory, we are heading for a future where human civilization is, quite frankly, impossible. Vu comme ça, nous n'avons pas le choix. Nous devons réfléchir aux modèles alternatifs et explorer les différentes pistes proposées. Car il n'existe pas de solution unique pour faire advenir une économie plus sociale et plus écologique. Oser le changement demande du courage. I think I really like this quote about utopia, which says that utopia is not a destination, it's a journey. What we need is just to build from all the existing alternatives. I think everything is already there. We have all the tools, and we need to expand, mix, discuss, build hybrids of them, and imagine what kind of economy would come out of that. Repenser l'économie en ne visant plus la croissance à tout prix, mais un mode de vie compatible avec les ressources de la planète, l'enjeu est de taille. Si les propositions des partisans de la décroissance ne font pas l'unanimité, elles ont le mérite de lancer le débat sur l'avenir que nous voulons réellement et sur ce que nous sommes prêts à faire pour y parvenir.